Pendant 8 mois consécutifs, chacune de mes tentatives d'intimité physique avec ma femme se soldait par un refus doux mais ferme. Invariablement, elle me donnait une variante de la même explication, m'assurant que ce n'était pas de ma faute. Elle ne se sentait tout simplement pas elle-même, me disait-elle. C'était peut-être hormonal, ou peut-être que les pressions de son travail la rongeaient. Elle restait incertaine quant à la cause précise. Ce qu'elle reconnaissait, c'était un manque de désir récent et persistant. Au début, je me suis efforcé d'être compréhensif et de la soutenir. Je me suis dit que chaque relation connaît inévitablement des périodes de prospérité et d'adversité, et que des baisses d'intimité occasionnelles sont parfaitement normales. Par conséquent, je me suis retiré, j'ai gardé mon calme et je me suis consacré à lui apporter un soutien indéfectible. Cependant, lorsque cette situation a persisté pendant 8 mois, elle a transcendé le domaine d'un simple passage à vide temporaire pour se solidifier en une nouvelle réalité déconcertante. C'est à ce moment-là que d'autres indices, subtils jusqu'alors, ont commencé à émerger. Elle était constamment absorbée par son téléphone, son visage illuminé par des sourires tandis qu'elle lisait des messages et pianotait comme perdue dans son propre monde. Dès que j'entrais dans la pièce, l'écran s'assombrissait invariablement. De plus, son apparence personnelle a subi une transformation notable. Elle s'est soudainement mise à privilégier des tenues plus provocantes, consacrant davantage d'efforts à son maquillage et passant de longues heures à ses rituels de beauté. Des choix étranges pour quelqu'un qui prétend ne pas s'intéresser au rapprochement physique. L'équilibre de notre relation a été complètement bouleversé lors d'un barbecue informel chez un ami commun. Nous discutions près du grill lorsqu'il a mentionné avec désinvolture avoir vu ma femme dans un bar du centre-ville le vendredi précédent. Il a fait remarquer qu'elle semblait tout à fait décomplexée dans ses efforts pour attirer l'attention masculine, gloussant et engageant un contact physique avec un homme, se penchant près de lui comme pour partager des secrets intimes. La révélation la plus troublante était qu'elle m'avait dit qu'elle passerait une soirée tranquille chez sa sœur. C'est à ce moment-là que la dure réalité m'a frappé, elle ne souffrait pas d'un manque de désir. Elle choisissait plutôt consciemment où le diriger, et il était manifeste que je ne figurais pas sur cette liste. J'ai gardé mon calme pendant le reste de la soirée. Il n'y a eu ni accusation, ni manifestation d'émotion. Au lieu de cela, j'ai résolu de devenir plus observateur. Chaque mensonge mineur, chaque récit fabriqué, chaque fois qu'elle prétendait être à un endroit alors qu'elle était ailleurs, a été soigneusement noté. J'ai méticuleusement documenté chaque incohérence. J'ai observé son attachement inébranlable à son téléphone, la protection accrue qu'elle manifestait à l'égard de son emploi du temps, et l'émergence soudaine d'un comportement réservé et secret. Environ une semaine plus tard, j'ai proposé un dîner en tête-à-tête, rien que nous deux. J'espérais qu'un tel rapprochement pourrait raviver un semblant d'intimité. Sa réponse fut immédiate et manqua de sincérité. « Chérie, je ne suis tout simplement pas d'humeur en ce moment, dit-elle. » Elle réitéra son manque d'intérêt, suggérant que nous restions à la maison et regardions la télévision à la place. Pourtant, quelques heures plus tard, je l'ai vue consacrer 2 heures entières à ses cheveux et à son maquillage pour une sortie avec ses amis, choisissant une robe courte, des talons hauts et un assortiment complet de produits de beauté. Pour quelqu'un qui professe un désintérêt total pour les activités romantiques, elle présentait certainement une image contradictoire. J'ai commencé à la tester. Je suggérais diverses sorties ou restaurants. Elle déclinait systématiquement mes propositions. Cependant, lorsque ses amis lançaient des invitations aux mêmes endroits, elle manifestait soudainement de l'enthousiasme et de l'empressement. Le schéma est devenu indéniablement clair une fois que j'ai commencé un examen plus approfondi. La confirmation définitive est venue sous la forme d'un reçu que j'ai découvert caché dans son sac à main, provenant d'un bar d'hôtel situé en centre-ville. Il était daté du soir même où elle avait prétendu être épuisée par son travail tardif, et l'horodatage indiquait qu'elle était sortie après minuit. Cette nuit-là, alors qu'elle dormait à mes côtés, j'ai pris une décision ferme. Si elle avait l'intention de se livrer à des pratiques trompeuses, je lui rendrais l'appareil, mais avec plus de sophistication. Je n'assumerais plus le rôle du conjoint naïf. Pendant qu'elle menait ses activités clandestines, j'avais 2 choix, continuer à accepter ses inventions ou la confronter et exposer la vérité. L'ancienne version de moi aurait entamé une conversation sincère, accepté ses justifications et tenté de sauver ce qu'elle était en train de démanteler. Cependant, je n'étais plus cet individu. Si elle n'éprouvait aucun désir pour son propre mari, peut-être était-il temps qu'elle se retrouve sans mari à repousser. Au réveil le lendemain matin, j'avais élaboré un plan. Je ne voulais pas la confronter sans preuves irréfutables. Je recherchais une certitude absolue.
Et une fois que je l'aurais obtenue, elle subirait les répercussions de sa tromperie envers quelqu'un qui avait cessé d'être facilement manipulable. Elle ignorait tout de la révélation imminente. Cependant, elle allait bientôt découvrir que les actes de trahison ont des conséquences et que certains maris sont incapables de cautionner le manque de respect. Ce lundi-là, j'ai passé 3 coups de téléphone qui allaient mettre tout le processus en marche. Premièrement, j'ai contacté un détective privé, suivi d'un avocat spécialisé dans les divorces et, enfin, mon institution financière. Trouver un détective s'est avéré moins difficile que prévu. J'ai examiné les témoignages, scruté les références et identifié celui qui se spécialisait dans les affaires domestiques. Je l'ai rencontré à son bureau et lui ai raconté toute la situation, en détaillant ses mensonges, son comportement aberrant et le reçu du bar. Il a écouté attentivement, sans exprimer de jugement, et m'a fourni une analyse complète. La plupart des personnes qui commettent une infidélité pensent être rusées, a-t-il expliqué, mais elles suivent généralement des schémas prévisibles. Si elle ment sur ses préférences intimes et ses allées et venues, il se passe probablement plus de choses qu'elle ne le dit. J'ai retenu ses services sans hésitation. Sa directive était simple, l'observer, documenter ses activités et me fournir des preuves concrètes de ses véritables agissements. Lorsqu'elle affirmait ne pas être d'humeur à l'intimité. Ma consultation avec l'avocat m'a apporté encore plus de lumière. Il a élucidé les ramifications juridiques, ce qui constituait une preuve admissible, comment protéger mes actifs et quelles mesures mettre en œuvre pour me protéger moi-même. Si vous êtes sérieux au sujet de la procédure, a-t-il conseillé, vous devez élaborer une stratégie intelligente. Acquérir des documents. Protéger vos ressources financières. Évitez de laisser vos émotions dicter vos actions. C'était la prise de conscience essentielle dont j'avais besoin. J'ai commencé à sécuriser mes actifs, en ouvrant un nouveau compte dans une autre banque et en y redirigeant progressivement mes chèques de paie au fil du temps, d'une manière qui ne susciterait pas la suspicion. Mon intention n'était pas de dissimuler illégalement des fonds, mais plutôt de m'assurer que je n'étais pas financièrement vulnérable. J'ai également créé des copies de tous les documents essentiels. Les relevés financiers, les informations sur les assurances, les titres de propriété et les documents fiscaux ont tous été méticuleusement dupliqués. Je les ai déposés dans un coffre-fort privé dont elle ignorait l'existence. Si la situation devait dégénérer, je serais parfaitement préparé. 3 jours après avoir engagé le détective privé, il m'a contacté avec des informations que j'avais anticipées, mais qui m'ont néanmoins laissé un sentiment de profond découragement. Elle ne passe certainement pas ses vendredis soirs chez sa sœur, a-t-il commencé. Rien que la semaine dernière, elle a fréquenté 3 bars différents. À chaque fois, elle était accompagnée. Le même homme était présent à chaque fois, et il est tout à fait clair que leur relation dépasse la simple amitié. Il m'a transmis plusieurs photographies. On y voyait ma femme, cette même femme qui soutenait constamment qu'elle n'avait aucun intérêt pour la proximité physique, assise intimement à côté d'un homme dans un bar. Une image montrait sa main posée sur sa cuisse d'une manière qui laissait peu de place à la mauvaise interprétation. Une autre la capturait penchée en avant, lui chuchotant à l'oreille pendant qu'il souriait. Cependant, ce n'était pas toute l'histoire. Il y a autre chose, a ajouté le détective. Elle s'est rendue à son appartement à 2 reprises cette semaine, y passant plusieurs heures à chaque fois. J'ai des photos horodatées de son entrée et de son départ ultérieur. J'ai fixé mon téléphone, ayant l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. C'était la même femme qui évitait de m'embrasser pour me dire bonne nuit, qui rejetait chaque geste d'affection en affirmant qu'elle n'était tout simplement pas dans l'état d'esprit approprié. Pourtant, la voilà, faisant manifestement des efforts. Seulement, pas pour moi. Mon avocat m'avait mis en garde contre le fait de rester composé, d'empêcher mes émotions de brouiller mon jugement, et, étonnamment, je n'ai pas ressenti de rage. Au lieu de cela, j'ai été envahi par un sentiment de compréhension profond et inébranlable, la clarté qui survient lorsqu'on réalise qu'on a été trompé par quelqu'un qui nous perçoit comme trop crédules pour discerner la vérité. J'ai immédiatement contacté le détective. J'ai besoin d'un rapport complet, lui ai-je ordonné. Déterminez si vous pouvez accéder à l'historique de son téléphone, obtenez des visuels supplémentaires et établissez une chronologie détaillée de ses déplacements. Je veux savoir précisément ce qu'elle a fait et quand. Cela nécessitera 1 semaine ou 2 de plus, a-t-il répondu. Cependant, d'après les informations que j'ai déjà recueillies, vous disposerez d'éléments de preuve plus que suffisants pour agir. Pendant que l'enquête se déroulait, je conservais mon calme chez moi avec une sérénité inébranlable. Je n'ai en rien modifié mon comportement. Il n'y avait aucune question piège,
aucune indication que je me doutais de quoi que ce soit. Lorsqu'elle annonçait qu'elle sortait passer la soirée avec ses amis, je me contentais de sourire et de lui dire « Amuse-toi bien ». Pendant ce temps, je savais parfaitement qui elle rencontrait et où, et les moments les plus difficiles étaient ceux de ses retours tardifs. Elle entrait nonchalamment dans la maison, s'asseyait sur le canapé et racontait avec désinvolture les activités de la soirée avec ses amis. Elle inventait un dîner ou un film, avec des rires artificiels et des détails préparés. Parfois, elle bâillait et prétendait être épuisée ou stressée, fournissant ainsi une excuse supplémentaire à son incapacité d'être intime avec moi. Je me contentais d'acquiescer, restant aussi chaleureux et compréhensif que jamais. Bien sûr, ma chérie. Repose-toi. On en reparlera demain. Mais intérieurement, je documentais tout. Chaque mensonge qu'elle prononçait devenait une nouvelle entrée dans le dossier croissant que je constituais. Pendant que le détective privé construisait les preuves matérielles, je développais le compte-rendu émotionnel. Un mensonge à la fois. Après 2 semaines, j'avais une image complète de la situation. Elle entretenait une liaison clandestine avec cet homme depuis au moins 4 mois. Elle avait visité son appartement à plus d'une douzaine de reprises. Ils avaient dîné au restaurant, partagé des verres et même fait une escapade d'un week-end, qu'elle m'avait présenté comme un séminaire professionnel. La femme qui prétendait être trop épuisée pour son propre mari menait en réalité une liaison secrète. Et elle supposait que j'étais trop naïf, trop confiant ou trop inconscient pour discerner la vérité. Elle se trompait. Exactement 3 semaines après le début de l'enquête, une grosse enveloppe manie est arrivée sur mon bureau. Elle contenait tout ce que j'avais demandé, et plus encore. Le détective avait dépassé mes attentes. À l'intérieur se trouvait une mine de preuves, des dizaines de photographies en haute résolution, une chronologie complète de ses déplacements et même des conversations enregistrées dans des lieux publics où elle avait rencontré l'autre homme. Chaque élément était horodaté, géolocalisé et annoté avec des notes méticuleuses. Les photographies dépeignaient la trahison avec une clarté douloureuse. La voilà, entrant dans son immeuble à 2 minutes après 2 heures de l'après-midi un mardi, un jour où elle m'avait envoyé un message pour me dire qu'elle travaillait tard. Une autre les montrait en train de s'embrasser dans sa voiture, garée devant un restaurant branché. Et puis il y avait la photo de l'enregistrement à l'hôtel, prise pendant ce qu'elle m'avait décrit comme un voyage d'affaires. Mais les enregistrements audio étaient les plus dévastateurs. Le détective les avait suivis jusqu'à un café isolé, réussissant à enregistrer leur conversation depuis la table voisine. J'ai inséré mes écouteurs et appuyé sur lecture. Entendre sa voix dans cette atmosphère détendue et riant, complètement à l'aise a noué mon estomac. Il est tellement naïf, dit-elle en gloussant. Je lui ai dit que je n'avais absolument aucune libido, et il l'a simplement accepté comme argent comptant. Il ne se pose même plus de questions. C'est vraiment pathétique de voir à quel point il est compréhensif. L'homme gloussa. Il ne se méfie pas du tout de tes absences fréquentes? Elle ricana avec dédain. Pas du tout. Je prétends simplement être chez ma sœur ou sorti avec des amis. Il est bien trop confiant. Et il essaie perpétuellement d'être le mari compréhensif, soucieux de ne pas paraître jaloux ou contrôlant, alors il évite de poser des questions. J'ai dû interrompre l'enregistrement. Mes oreilles bourdonnaient. J'avais l'impression d'avoir été frappé à l'abdomen. La femme que j'avais défendue, soutenue et attendue patiemment. Elle n'était pas seulement infidèle, elle se moquait de moi pour ma gentillesse. Je n'étais plus son partenaire mais une blague récurrente dans sa comédie personnelle. Malgré cela, je me suis forcé à continuer d'écouter. Le meilleur, continua-t-elle, c'est de voir à quel point il s'obstine. Il planifie des rendez-vous, propose des dîners romantiques, et je lui dis simplement que je n'en ai pas envie. Il a l'air tellement déçu, mais il ne discute jamais. C'est parfait. Son amant demanda, alors, quelle est la finalité de tout ça? Tu penses pouvoir maintenir cette mascarade indéfiniment? Elle laissa échapper un rire nonchalant. Honnêtement, je mettrais ça sur le compte de déséquilibres hormonaux ou d'une phase émotionnelle. Les hommes ne comprennent pas ce genre de choses. Tant que j'invoque l'explication médicale ou psychologique, il n'insistera pas. J'ai arraché les écouteurs de mes oreilles. C'était suffisant. Elle n'avait pas seulement trahi notre mariage, elle s'était moquée de lui et de moi avec lui. Le rapport comprenait également une analyse complète de sa double vie au cours des 4 derniers mois. Pendant que j'étais mis de côté, elle rencontrait son amant environ 3 fois par semaine. Parfois, c'était un déjeuner informel ou une brève visite à son appartement. D'autres fois,
Il s'agissait de longs séjours de nuit déguisés en voyage d'affaires ou en obligations familiales. Ce n'était pas le fruit du hasard. C'était orchestré, méticuleusement planifié et intentionnellement trompeur. Ce n'était pas simplement de l'infidélité, c'était un cours de maître en duplicité. Elle ne s'est pas simplement écartée de notre mariage, elle a soigneusement construit une toile de mensonges, me convainquant que le problème venait de moi, qui désirait encore de la proximité avec ma propre femme. J'ai étalé les photos sur mon bureau comme les pièces d'un puzzle, chacune étant un fragment douloureux d'une vérité que je ne pouvais plus réfuter. Ce qui me fixait du regard était une preuve indéniable et brute que son désir ne s'était pas évanoui. Il avait simplement trouvé un autre objet. Et ce n'était certainement pas moi. Mon avocat m'avait prévenu. Ce jour arrivera une fois que vous aurez une confirmation, m'avait-il conseillé. Ne prenez pas de décision sous l'emprise de la colère. Retirez-vous. Réfléchissez. Puis agissez de manière stratégique, pas émotionnelle. J'ai suivi ce conseil. Après avoir minutieusement examiné chaque photo et chaque document, je les ai soigneusement remis dans l'enveloppe et les mis en sécurité dans mon coffre-fort privé. Ensuite, je suis rentré chez moi comme si c'était un jour comme les autres. Lorsqu'elle m'a demandé comment s'était passé mon après-midi, j'ai répondu que c'était sans histoire. Lorsqu'elle a mentionné avec désinvolture une autre soirée avec sa sœur, j'ai souri et dit « Amuse-toi bien ». Mais intérieurement, tout avait irrévocablement changé. Les preuves étaient irréfutables, des images, des enregistrements audio et une chronologie qui réduisait en miettes tous les mensonges qu'elle m'avait servis pendant des mois. J'avais déjà consulté un avocat, transféré mes biens sur un compte séparé et mis en place une protection juridique solide. Je ne me contentais pas de rassembler des preuves, je protégeais mon avenir. Elle croyait avoir tous les avantages dans un petit jeu intelligent, mais elle ne s'est pas rendue compte que les règles avaient déjà été modifiées. Pendant qu'elle était sortie, prétendant être quelqu'un qu'elle n'était pas, je suis resté à la maison ce soir-là, à revoir tout encore une fois les photos, la chronologie, sa voix sur cet enregistrement. J'ai cherché à absorber chaque détail avant de passer à l'action. Sur ces images, elle n'avait pas l'air distante ou souffrante, elle paraissait rayonnante. Elle riait librement. Elle se penchait en avant. Elle irradiait comme une femme qui prenait plaisir, sans le moindre souci. Ce n'était pas quelqu'un aux prises avec des problèmes de santé ou un épuisement émotionnel. C'était quelqu'un qui avait pris la décision consciente de privilégier une autre personne par rapport à la vie que nous avions construite ensemble. Et elle était sur le point de découvrir que les choix ont des conséquences, surtout lorsque ces choix impliquent de trahir quelqu'un qui l'aimait inconditionnellement. Pendant 8 longs mois, j'avais été le partenaire compréhensif, le mari attentif, celui qui gardait foi que sa distance découlait du stress ou des fluctuations hormonales. Cependant, chaque homme possède un point de rupture, et j'avais définitivement atteint le mien. J'ai attendu jusqu'au vendredi soir pour la confronter. Elle venait de rentrer d'une de ses habituelles soirées entre filles, répétant la même rengaine fatiguée au soupirant, se massant les tempes, prétendant qu'elle était épuisée et dépassée. C'était le contexte idéal. Dis-je, m'installant dans le fauteuil en face d'elle dans le salon. Pourrions-nous parler quelques minutes? J'ai beaucoup réfléchi à notre relation. Elle leva les yeux de son téléphone, se préparant probablement à une autre discussion maladroite concernant notre pénurie d'intimité. Bien sûr, répondit-elle, feignant l'indifférence. Qu'est-ce qui te tracasse? J'attrapais le dossier que j'avais préparé plus tôt dans la journée. Eh bien, commençai-je, gardant un ton posé, je suis préoccupé par l'état de notre relation. 8 mois, c'est long pour ne pas avoir de rapprochement physique. Alors, j'ai commencé à enquêter, à lire, à rechercher les causes potentielles. Son expression s'adoucit. Elle devait supposer que j'allais suggérer une thérapie ou proposer une visite chez un médecin. C'est très attentionné de ta part, dit-elle doucement. J'ai découvert certains schémas, continuai-je, en ouvrant le dossier. Par exemple, les femmes qui perdent complètement leur libido ne passent généralement pas 3 nuits par semaine dans des bars du centre-ville avec le même homme. La couleur disparut de son visage. Elle se redressa maintenant, alerte, mais je ne m'arrêtai pas. Je plaçai la première photo sur la table devant elle, un cliché d'elle et de son amant partageant un verre, sa main affectueusement posée sur la sienne. Ceci a été pris mardi dernier, déclarai-je. Le soir même où tu m'as dit que tu étais trop fatigué pour quoi que ce soit à cause d'une soirée tardive au bureau. Elle resta immobile, sans voix. Sa bouche s'ouvrit légèrement, comme si elle essayait de formuler une phrase. Je peux expliquer. Pas besoin, interrompis-je,
plaçant déjà la photo suivante, celle où ils s'embrassaient dans sa voiture. C'était mercredi soir. Tu as affirmé que tu dînais avec ta sœur. J'ai posé les photos comme un procureur présentant des preuves à charge. Chacune d'elles contredisait visuellement les mensonges qu'elle avait si nonchalamment répétés. J'ai observé sa respiration s'accélérer, son sang-froid s'effondrer. Oh, d'où viennent ces photos, a-t-elle fini par demander, la voix étranglée. J'ai engagé un détective privé il y a 3 semaines, ai-je répondu d'un ton égal. Il s'avère que les femmes qui n'ont aucune libido ne s'enregistrent généralement pas dans des hôtels avec des hommes qui ne sont pas leurs maris. J'ai placé la photo de l'hôtel au sommet de la pile. Ses mains ont commencé à trembler. Mais ce qui a vraiment attiré mon attention, ai-je ajouté en reprenant mon téléphone, c'est quelque chose qu'il a enregistré dans un café près de la 5e rue. J'ai appuyé sur lecture. Sa voix envahit la pièce, claire comme de l'eau de roche, alors qu'elle riait de la facilité avec laquelle elle m'avait trompé. Je l'ai entendu dire à quel point j'étais pathétique de croire à son histoire, comment elle avait utilisé ma confiance comme bouclier pour faire ce qu'elle voulait. Elle est devenue livide. Tu m'as enregistré? Non, ai-je dit calmement. Tu t'es enregistré en public, assez fort pour qu'un étranger puisse entendre. Il s'est simplement trouvé qu'il documentait ton comportement. Je me suis adossé et j'ai laissé le silence s'installer pendant qu'elle encaissait le coup. Il n'y avait nulle part où se cacher. Elle savait maintenant que j'avais tout vu, tout entendu et relié tous les points. Toutes ces nuits où je m'étais blâmé, elle avait transformé ma compassion en source d'amusement. Depuis combien de temps sais-tu tout ça? A-t-elle demandé d'une voix tremblante et feutrée. Assez longtemps, ai-je répondu. Assez longtemps pour consulter un avocat, transférer mes finances et rassembler 4 mois de preuves. Assez longtemps pour me protéger avant que tu puisses inventer une autre fabrication. Des larmes ont commencé à couler sur ses joues, mais je n'ai pas sourcillé. Ce n'étaient pas des larmes de remords, c'étaient des larmes de démasquement. Ce n'est pas ce que ça paraît, a-t-elle dit, s'accrochant à des branches. Ça ne voulait rien dire. J'étais juste confuse à propos de nous. Arrête, ai-je dit fermement. Ne m'insulte pas davantage. J'ai entendu les enregistrements. J'ai vu les photos. J'ai lu les mensonges de ta propre écriture. Je sais précisément ce que ça signifiait pour toi. Elle a tenté un changement de tactique. On peut arranger ça. On peut aller en thérapie. Je vais rompre avec lui tout de suite. J'ai failli éclater de rire d'incrédulité. Il n'est pas question de lui, ai-je dit. Il n'est pas question de l'homme que tu vois en secret. Il est question de ce que tu as fait à notre mariage. Tu l'as ridiculisé, et j'étais la victime de la blague. Je me suis levé et j'ai calmement commencé à remettre les photos dans le dossier. Tu m'as dit que tu n'avais aucun intérêt pour l'intimité. Tu m'as fait me remettre en question, me demander si j'étais déraisonnable de vouloir de l'intimité avec la femme que j'ai épousée. Tu as transformé ma patience et ma confiance en outils pendant que tu menais une vie parallèle dans mon dos. S'il te plaît, a-t-elle murmuré, cherchant mon bras, la voix tremblante. J'ai fait une terrible erreur. Je me suis écarté hors de sa portée, inflexible. Ce n'était pas un simple faux pas ou un moment de faiblesse. C'était intentionnel. Chaque histoire inventée était une décision consciente. Chaque fois que tu m'as rejeté en allant en cachette le voir, c'était délibéré. Chaque blague que tu as faite à mes dépens, chaque fois que tu as ri dans mon dos, tout était fait exprès. Elle s'effondrait maintenant, des larmes coulant sur son visage, mais je ne ressentais rien. La femme qui se désintégrait devant moi n'était pas celle que j'avais épousée. Cette femme-là, celle en qui je croyais autrefois, n'aurait jamais orchestré un tel degré de trahison. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant, a-t-elle demandé en sanglotant. Maintenant, ai-je dit froidement. Tu vas découvrir ce que c'est que la vie sans mari. Tu voulais garder ton amant tout en profitant des avantages d'un mari dévoué, celui qui payait les factures, restait silencieux et ne creusait jamais trop profondément. Mais tu ne peux plus avoir le beurre et l'argent du beurre. Je me suis avancé vers la porte, m'arrêtant seulement un instant pour asséner le coup de grâce. Mon avocat m'a assuré que j'avais plus qu'assez de motifs pour la dissolution de notre mariage. Tous les documents nécessaires ont été préparés. Les fonds ont été transférés sur un compte nouvellement créé. Considérant que ton amant se délecte de ce qui m'appartenait légitimement, peut-être qu'il pourrait maintenant assumer le fardeau de financer ton style de vie. Tu ne peux pas simplement partir de cette façon, a-t-elle rétorqué sèchement, se levant brusquement. C'est notre maison. Non,
Ce n'est pas le cas, ai-je rétorqué sans hésitation. C'est ma maison. Je l'ai acquise avant notre mariage. L'acte reste uniquement à mon nom, un fait vérifié par mon conseiller juridique. Ceci n'a jamais été à nous, c'était exclusivement à moi. Durant toute la durée. L'expression gravée sur son visage était celle d'une incrédulité totale. Pour la première fois, elle semblait comprendre l'ampleur de son erreur de calcul. Elle s'illusionnait en pensant avoir de l'influence, mais elle n'a pas réussi à saisir ne serait-ce que la dynamique fondamentale de la situation. Je t'ai tout donné, ai-je déclaré calmement. Ma loyauté indéfectible, ma patience sans bornes, mon soutien inébranlable. Pendant tout ce temps, tu as entretenu en moi le sentiment que j'en demandais toujours trop. J'ai gobé tes mensonges, défendu tes excuses fallacieuses et me suis persuadé que ton détachement émotionnel était, d'une manière ou d'une autre, imputable à mes propres lacunes. J'ai attrapé la poignée de la porte. Mais ton erreur la plus flagrante? Tu m'as cru trop obtus, trop docile, trop naïf pour discerner ta véritable nature. Tu as fondamentalement mal jugé l'homme que tu as épousé. Certaines personnes sont susceptibles d'être manipulées, je n'en fais pas partie. Cependant, je ne suis pas parti immédiatement. Je me suis rassis et j'ai observé sa descente aux enfers. La femme qui avait si habilement orchestré son existence duplice se débattait maintenant frénétiquement, consumée par le désespoir, la panique et l'impuissance. « Attends, s'il te plaît, implora T.L., tentant désespérément de reprendre le contrôle. Accorde-moi la possibilité de m'expliquer. Je couperai tous les ponts avec lui. Je supprimerai son numéro de mes contacts. Je le jure. Je mettrai fin à toute communication. » Je la regardais avec l'indifférence détachée de quelqu'un qui écoute un argumentaire de vente mal ficelé, absolument pas impressionné ni ému. « Tu crois sincèrement qu'il est le nœud du problème, ici ?» demandai-je d'un ton neutre. « Tu crois que le simple fait de bloquer son numéro fera disparaître tout cela ?» Elle acquiesça vigoureusement, s'accrochant frénétiquement à la moindre lueur d'espoir. « Oui. Je n'ai pas réfléchi clairement. Ça ne signifiait rien. Je me suis juste empêtré dans une bêtise. » « Rien, interrompis-je sèchement. Tu prétends que 4 mois de rendez-vous clandestins dans des hôtels, de mensonges chuchotés et de moqueries méprisantes de ton mari dans son dos ne représentent rien? Chaque fois que tu rentrais à la maison et que tu m'offrais un sourire hypocrite après avoir passé la nuit dans ses bras, ça ne signifiait rien. » Son visage s'est effondré. Je ne pensais pas les choses que je lui disais. J'essayais juste de projeter une image de désinvolture. « Alors, laisse-moi m'assurer que je comprends bien, dis-je lentement. Tu lui racontais des mensonges sur tes sentiments concernant le fait de me raconter des mensonges? C'est ça ta défense? » Elle commença à arpenter les limites de la pièce, sa voix se brisant sous la tension alors qu'elle tentait de retrouver son calme. « Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Dis-moi comment réparer cette situation. Je ferai n'importe quoi. » « Tu ne peux pas réparer ça, répondis-je, dépourvu d'émotion. Tu n'es pas confronté à un simple problème. Tu es confronté aux inévitables répercussions de ta propre volonté. J'ai récupéré mon téléphone portable, j'ai lancé mon application bancaire et je lui ai présenté l'écran. Tu vois ça? C'est mon nouveau compte bancaire. Tous mes revenus sont désormais versés directement sur ce compte. Le compte joint ne conserve que suffisamment de fonds pour couvrir tes dépenses des 30 prochains jours. Elle haleta audiblement, ses yeux allant et venant sur l'écran. Tu ne peux pas être sérieux. J'ai besoin d'avoir accès à notre argent. Notre argent? J'ai haussé un sourcil, incrédule. J'ai été la seule à alimenter ce compte, pendant que tu étais préoccupé ailleurs. Pourquoi devrais-je continuer à subventionner une vie dont j'ai été délibérément exclu? Elle s'effondra sur le canapé comme si tout l'air avait été extrait de la pièce. C'est de la pure folie. Tu prends des mesures aussi drastiques pour une simple incartade? Une incartade? J'ai failli éclater de rire. Tu veux connaître la définition d'une incartade? Une incartade, c'est oublier un anniversaire ou envoyer par inadvertance un message à la mauvaise conversation de groupe. Ce à quoi tu t'es livré était prémédité. Tu n'es pas tombé par hasard dans cette situation. Tu as méticuleusement construit une existence entièrement alternative, et j'étais juste le dindon de la farce qui la finançait. Je me suis approché de la fenêtre et j'ai regardé dehors, me recomposant avant de me retourner pour lui faire face. Tu sais ce qui est vraiment pathétique? Si tu avais simplement été franche avec moi, si tu avais communiqué ton insatisfaction, nous aurions pu soit surmonter ça,
soit mettre fin à notre relation avec respect mutuel. Au lieu de ça, tu as choisi de me tromper. Tu as entretenu le récit que j'étais la source du problème. Je n'ai jamais dit ça, murmura-t-elle doucement. Tu n'avais pas besoin, rétorquai-je. Chaque fois que tu repoussais mes avances et que tu affirmais que tu n'étais pas d'humeur, point. Tu insinuais que mon désir d'intimité avec ma propre femme me rendait excessivement demandeur ou égocentrique. Tu as implacablement érodé mon estime de soi, et tu es restée béatement inconsciente des conséquences. Elle se tut. Pour la première fois, la gravité de ses actes sembla s'enregistrer dans sa conscience. « Depuis combien de temps prépares-tu ça » demanda-t-elle, sa voix à peine audible. « Préparer quoi » répondis-je. « Les enquêtes de moralité, la séparation des finances, la requête en divorce. » Elle ne répondit pas. Elle n'en avait pas besoin. J'avais commencé mes préparatifs le jour même où j'avais perçu que quelque chose n'allait pas, le fossé entre nous. J'avais abordé le problème de front. Tu l'as fui et tu as cherché du réconfort dans les bras d'un autre. Tu aspirais à l'évasion, moi, je recherchais la vérité. Son téléphone portable émit un bourdonnement sur la table. Elle y jeta un coup d'œil instinctivement, puis le retourna précipitamment. Trop tard. Je l'ai vu. Permettez-moi de hasarder une hypothèse, dis-je, les yeux plissés. Il s'enquiert sans doute de la raison de votre manque de réactivité ce soir. Elle ne répondit pas. Elle n'en avait pas besoin. Permettez-moi d'élucider comment cela va se dérouler, dis-je, reprenant ma place avec le calme d'un homme qui a déjà assuré sa victoire. Mon avocat dépose plainte lundi. Le dossier est solide. Les preuves sont irréfutables. Vous partirez avec les seuls biens que vous avez apportés dans ce mariage. Tout le reste me revient. Sa voix se brisa de nouveau. Où suis-je censé aller? Je n'hésitais pas dans ma réponse. Pourquoi ne pas poser cette question à votre amant? Il en a profité pendant des mois. Il est peut-être temps pour lui d'assumer ses responsabilités et d'assurer le train de vie qu'il partage avec vous. Son visage devint livide. Tu ne comprends pas, dit-elle doucement. Ce n'était pas sérieux avec lui. Nous n'avons jamais eu de conversation profonde. Je la fixai d'un regard froid et inébranlable. Alors, vous essayez de me convaincre que l'individu avec qui vous passez du temps 3 fois par semaine depuis 4 mois, le même individu avec qui vous avez des relations sexuelles tout en me repoussant, n'a jamais eu la moindre conversation significative avec vous. Elle baissa les yeux, les fixant sur ses genoux. C'était juste pour m'amuser, marmonna-t-elle. Je ne voulais pas que ça devienne si compliqué. Eh bien, dis-je, croisant les bras, c'est officiellement compliqué maintenant. On ne peut pas garder un mari pour la sécurité financière et un amant pour l'excitation. À un moment donné, il faut choisir une voie. Je me retournai et commençai à monter l'escalier. Je vais prendre quelques affaires personnelles et m'enregistrer dans un hôtel ce soir. Vous devriez peut-être profiter de ce temps pour réfléchir très attentivement à ce qui va se passer ensuite. Parce que lundi matin, tout sera irrévocablement changé. S'il te plaît, m'appela-t-elle, la voix brisée par l'émotion. Ne fais pas ça. Je t'aime. J'ai commis une grave erreur, mais je t'aime. Je m'arrêtai à mi-chemin de l'escalier et me retournai pour la regarder. Non, dis-je lentement. Tu aimes ce que je t'apportais. Tu aimes la stabilité, le filet de sécurité. Tu aimes avoir quelqu'un de fiable pour ramasser les morceaux pendant que tu te laisses aller à quelque fantasme clandestin. Mais tu ne m'aimais pas. Si tu m'avais aimé, tu n'aurais pas passé 4 mois à me démolir tout en offrant à un autre tout ce que tu prétendais ne plus avoir à m'offrir. Alors que je continuais à monter, je l'entendis crier derrière moi. Et si je te montrais que j'ai changé? Et si je te prouvais que je te choisis maintenant? J'ouvris le placard et commençai calmement à faire ma valise. Tu as déjà révélé où résidaient tes loyautés. Chaque fois que tu as proféré un mensonge. Chaque fois que tu as disparu pour revenir ensuite en simulant la dévotion, c'était ta décision consciente. Je fermai ma valise et me dirigeai vers la porte. La différence maintenant, c'est que tu dois subir les conséquences de ces décisions, tandis que je suis libre d'aller de l'avant sans elles. À 9 heures du matin, lundi, j'étais assis dans le bureau de mon avocat. À 10 heures, les documents de divorce étaient officiellement déposés. À midi, elle recevait les papiers sur son lieu de travail. Mon détective privé avait recommandé de lui signifier en public, et j'avais approuvé la sagesse de cette suggestion. Elle aspirait à l'attention et au drame.
Maintenant, elle les recevait. Aux premières loges. Ce jour-là, elle m'a contacté 17 fois. Je n'ai répondu à aucun appel. Ce qui s'est passé dans les semaines qui ont suivi a révélé son vrai caractère. Une fois qu'elle a compris que je ne reviendrais pas et qu'il n'y avait aucune possibilité de réconciliation, le personnage apologétique a complètement disparu. À sa place a émergé une personne consumée par la colère, le sentiment d'avoir droit à tout et l'arrogance. Elle a engagé son propre avocat et a exigé un partage équitable de tous les biens, y compris la maison à laquelle elle n'avait jamais contribué un seul centime. Mais son avocat n'était pas un imbécile. Après avoir examiné la liaison documentée et les preuves de dépendance financière, il a reconnu qu'elle ne possédait aucune base juridique valable pour ses revendications. L'adultère corroboré par des preuves irréfutables ne se porte pas bien devant un tribunal, surtout lorsqu'il est associé à des preuves de manipulation. Le moment charnière s'est produit lors de l'audience relative à la pension alimentaire. Elle avait déposé une demande de pension alimentaire temporaire, se présentant comme la victime. Mais une fois que le juge a écouté les enregistrements, où l'on entendait comment elle bafouait ma confiance, ses rires moqueurs quant à ma nature, selon elle, pathétique. Il a immédiatement rejeté sa demande. Il s'avère que les juges ne voient pas d'un bon œil les individus qui manipulent et maltraitent leurs partenaires, puis tentent ensuite de tirer profit financièrement de la situation. Pendant ce temps, sa liaison extra-conjugale s'est désintégrée avec une rapidité sans précédent. Dans les 2 semaines suivant la signification des papiers du divorce, son amant a coupé tout contact avec elle. Apparemment, il prenait plaisir à entretenir des relations clandestines avec une femme mariée, mais pas à en entretenir financièrement une. Dès qu'elle est devenue libre et émotionnellement exigeante, il l'a abandonnée. Elle a tenté de reprendre contact, cette fois par le biais de connaissances communes. Elle affirmait avoir subi une transformation, qu'elle souhaitait réparer ses erreurs. Je n'ai pas répondu, mais je me suis assuré que ses connaissances soient informées de la vérité complète et sans fard. Non pas dans l'intention de la calomnier, mais plutôt de les protéger. Si elle avait l'intention de manipuler quelqu'un, ce ne serait plus moi. Le divorce a été prononcé. 6 mois plus tard. Elle est partie avec ses effets personnels et la voiture, pour laquelle elle continuait à effectuer les paiements. J'ai conservé la propriété de la maison, mon épargne retraitée, plus important encore, ma dignité. Les termes de l'accord reflétaient fidèlement l'étendue de sa contribution au mariage. Rien. 3 mois après la finalisation du divorce, je l'ai croisée à l'épicerie. Elle paraissait émaciée et abattue. Elle a tenté de s'approcher de moi, en criant mon nom, mais j'ai continué à marcher. Je n'avais plus rien à lui offrir, pas même un seul mot. Par la suite, j'ai appris qu'elle était retournée vivre chez ses parents, ses ressources financières épuisées et ses perspectives d'emploi réduites. L'existence fantasmagorique qu'elle s'était inventée avait finalement heurté la réalité. Et la réalité est rarement accommodante. Ma vie, au contraire, n'avait jamais été aussi épanouissante. J'avais la sérénité. J'avais la clarté. Je possédais le genre de tranquillité qui naît lorsqu'on ne se sent plus obligé d'examiner chaque mot prononcé à table. J'avais presque oublié la sensation d'exister sans vigilance constante, sans avoir besoin d'avancer sur la pointe des pieds. C'était libérateur de se sentir à l'aise chez soi à nouveau. 6 mois après la formalisation du divorce, j'ai rencontré une nouvelle personne. Elle avait une franchise rafraîchissante, une droiture et une profonde stabilité émotionnelle. Contrairement à mon ancienne partenaire, elle n'abordait pas les relations comme des représentations théâtrales. La différence était frappante et indéniable. Quand cette femme disait être fatiguée, elle le pensait vraiment. Quand elle m'informait de son intention de retrouver des amis, c'était précisément ce qu'elle faisait. Quand elle exprimait son amour, je le percevais non seulement dans ses mots, mais aussi dans ses actions. C'est alors que j'ai pleinement compris le tribut émotionnel que mon ancienne épouse m'avait infligé. Cela allait bien au-delà de l'infidélité. Cela englobait l'érosion quotidienne de la confiance, la négligence émotionnelle constante et les justifications mentales élaborées que je construisais pour justifier de rester dans cette relation. Cependant, cette expérience m'a enseigné une leçon précieuse, la confiance ne se donne pas gratuitement. Elle se gagne par un comportement constant. Et quand un individu viole cette confiance à plusieurs reprises, il perd le droit à une autre chance. On me demande parfois si j'ai des regrets quant à ma façon de gérer la situation. Si j'ai été excessivement détaché, excessivement impitoyable ou excessivement catégorique. Ma réponse reste la même. J'ai accordé 8 mois de patience inébranlable, 8 mois de compréhension, 8 mois à croire ses inventions,
à défendre ses actions à mes propres yeux alors qu'elle se moquait secrètement de moi. Elle a eu amplement l'occasion d'être sincère, de communiquer son mécontentement et de partir avec dignité. Au lieu de cela, elle a opté pour la trahison, la manipulation et l'humiliation publique. Elle a nourri en moi un sentiment de brisement tout en prodiguant son affection à un autre. Elle a transformé notre mariage en une plaisanterie privée, avec moi comme objet de ridicule. En conséquence, lorsqu'elle a affirmé un manque total de libido, j'ai acquiescé à son désir implicite et j'ai éliminé le rôle de mari de l'équation. Elle voulait les avantages du mariage tout en se comportant comme si elle était libre. Cependant, un tel arrangement est intenable. Certains suggèrent que j'ai abordé la situation avec une indifférence calculée. Je soutiens que j'ai rendu justice. Elle pensait détenir l'avantage, mais elle n'a pas su voir que je m'étais engagé dans une stratégie totalement différente. Finalement, elle a obtenu exactement ce qu'elle souhaitait manifestement, une autonomie complète pour suivre ses propres inclinations, sans l'entrave d'un mari. Simplement, elle n'avait pas anticipé que la sécurité financière qu'elle tenait pour acquise s'évanouirait avec la dissolution du mariage qu'elle avait saboté. Elle m'avait signifié qu'elle n'avait aucune libido, et par conséquent, je lui ai offert 0 mari. Rétrospectivement, cette décision reste la plus salutaire que j'ai jamais prise.